Vous avez devant vous un ancien président de l'association des étudiants congolais en France. Donc qui a lutté pendant des années pour la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants congolais en France. Vous avez également devant vous un ancien vice-président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Donc dépassant le cas du Congo, mais toute l'Afrique noire qui a eu à défendre des intérêts matériels et moraux de ces étudiants-là. Mais la défense des intérêts matériels et moraux, ce n'est pas en l'air, ce n'est pas la bourse, ce n'est pas les conditions des études seulement, mais c'est aussi le cadre dans lequel les étudiants s'expriment. L'amélioration des conditions d'études, l'amélioration des conditions de vie et le cadre technologique dans lequel chaque étudiant doit s'insérer à la fin de sa vie scolaire, sa vie universitaire. De sorte que il n'y a pas de séparation nette entre la vie d'étudiant et la situation politique d'ensemble. Votre condition d'étudiant dépend de l'évolution de la situation du pays. Si la situation du pays est mauvaise, la condition étudiante sera également mauvaise. Si la situation du pays est bonne, évidemment, ça permet aux étudiants d'évoluer dans un cadre plus favorable à l'acquisition des connaissances et à leur distribution. C'est ça la condition d'étudiant. Parce que quand on est étudiant, c'est qu'on se prépare à entrer dans la vie active, quelle que soit la spécialité qu'on embrasse, c'est qu'on rentre dans la vie active. J'ai eu également la chance d'enseigner comme assistant pendant quelques années à la Sorbonne à Paris, mais aussi pendant près de 3 ans de dispenser des cours ici à l'IDR. Je ne sais pas s'il y a des étudiants de l'IDR ici. À l'époque, j'ai accepté de donner cours aux étudiants de 5e année et avec quelques conférences en sciences économiques ici, qui est ma spécialité, aux étudiants qui voulaient embrasser la carrière monétariste. Donc voilà, c'est un échange entre nous. Le problème qui touche les étudiants, c'est le problème de la nation. Nous sommes dans un pays qui a aujourd'hui, en août prochain, le 15 août prochain, ça va faire 54 ans d'indépendance. Nos parents, nos aïeux se sont battus pour se libérer du joug colonial. Vous connaissez la célèbre lutte de Matua, qui on a donné une connotation tout à fait particulière, mais qui en fait était une lutte anticolonialiste. Vous connaissez la lutte des syndicalistes, cette lutte globale qui a abouti en 1960 à la proclamation d'indépendance ici, par l'abbé Philibert Hulot et André Malraux, qui représentait le général de Gaulle. 54 ans durant, c'est beaucoup. Il y a certains pays asiatiques qui sont arrivés à l'indépendance après nous, mais qui sont aujourd'hui des pays émergents, voire même développés. Quand vous regardez la Malaisie, Singapour, l'Inde, la Corée, c'est des pays coloniaux, anciennement coloniaux, mais qui ont fait des bons considérables. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des bonnes politiques de développement, des bonnes politiques d'éducation, et ils ont préparé les cadres nécessaires pour pouvoir participer au développement. Vous savez, hier, je crois que c'est ce matin ou hier, c'est ce matin, je crois que j'ai vu ce film-là. J'ai été surpris de voir en Afrique du Sud la plus grande mine de magnésium, magnésium en Afrique du Sud, la plus grande mine qui va produire à terme près de 3 millions de tonnes de magnésium par an en Afrique du Sud, qui est dirigée par une femme noire, ingénieure, et les principaux encadreurs sont essentiellement des femmes à 50%. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris, ils ont bénéficié de conditions idéales d'études pour arriver à l'acquisition de telles connaissances. Mais dans notre pays, moi j'ai commencé mes études ici, à Bayardé comme vous, dans le vieux bâtiment que vous voyez là. À l'époque, on appelait ça la FESAC, la Fondation d'enseignement supérieur en Afrique centrale. Il y avait seulement 2 années d'études. Après 2 ans, il fallait choisir où aller. Et moi, après 2 ans, effectivement,
Je suis parti en France, continuer mes études économiques. Depuis, c'est devenu une université avec l'ensemble des filières, avec beaucoup d'établissements. Mais est-ce que la situation a changé? Non. Je vais vous dire pourquoi ça n'a pas changé. Lorsque j'ai donné quelques cours à l'IDR pendant 3 ans, j'ai été obligé de renoncer. Parce que ce n'est pas ma profession. J'ai été obligé de renoncer parce que les conditions n'étaient pas réunies. Et j'ai refusé de toucher quelque indemnité que je sois à l'université. Parce que les enseignants vacataires, on les paye. J'ai renoncé à ce qu'on me paye. J'ai demandé à l'université de prendre son argent. Ça ne servait strictement à rien. Après 3 ans d'enseignement, j'ai eu quelques expériences malheureuses à l'université ici. Où des collègues, comme les Bakabadi ou autres, qui avaient des étudiants qui pouvaient préparer leur maîtrise, alors envoyaient chez moi pour faire des mémoires. J'ai dit non. Les conditions ne sont pas réunies. Si j'encadre des étudiants qui n'ont pas le niveau, ce n'est pas bon. Donc il se pose des vrais problèmes à l'université. Voilà pourquoi il nous faut dans notre pays une autre conception, une autre politique. Mais l'autre politique ne peut pas venir des coups d'État, ne peut pas venir des manifestations, ne peut pas venir des violences. Il faut absolument qu'il y ait une démocratie qui, par l'alternance démocratique régulière, peut amener à la tête de notre pays des équipes dirigeantes qui mettent en place une vraie politique. Et dans cette vraie politique, tous les Congolais peuvent s'exprimer et chacun de nous trouvera son compte. Et en premier, vous les universitaires, vous trouverez votre compte. Vous voyez ce que je suis en train de voir là? On est en train de construire une université qui n'est pas terminée. On a déjà donné un nom. L'université Denis Sassou Nguesso. Mais ça ne veut rien dire. Et on construit cette université, mais on n'a pas réglé les problèmes de la première université. Est-ce qu'on a réglé les problèmes de Marie Babi? On n'a pas réglé, donc on va créer notre université. Où est-ce qu'on l'a construit? De façon tout à fait excentrée. Comment vous allez vous y rendre? Alors que la première université, vous ne pouvez pas vous y rendre. Pour avoir une place, il faut se lever, semble-t-il, à 5 h du matin. À 4 h du matin, pour que quelqu'un vous occupe une place. Mais on va construire une université à Kintere. Comment vous allez partir là-bas? Ce n'est pas sérieux du tout. C'est vrai que dans mon propre programme, j'avais prévu de construire 2 universités supplémentaires à Brazzaville, qui en est 3. Mais pas dans les mêmes conditions. L'université qui serait à proximité, les conditions seraient réunies pour que les étudiants trouvent le cadre idéal de leur expression. Mais ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas ça. Et c'est par ignorance, parce que les gens ne sont pas offerts des problèmes universitaires, je n'en sais rien. Mais enfin, tout ça, ça n'augure pas d'un bel avenir pour les étudiants. Malgré le fait qu'on dit, ah, il va y avoir l'université Marien comme ça, ne veut rien dire. Est-ce qu'on a pensé au problème de la formation, de l'encadrement? On n'a pas pensé. Ce n'est pas sérieux du tout. Bien. Tout ça, ça fait partie du global. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation qui règne dans notre pays, il faut que vous, étudiants, vous arriviez à vous organiser, que vous preniez vos problèmes en charge vous-même, que vous les exposiez pour que l'homme politique puisse s'en saisir pour dire voilà les problèmes des étudiants. Or, je constate, sauf si je me trompe, il y a une certaine... il y a une certaine... comment il peut appeler ça? Oh, pas un mot trop fort. Il y a une sorte de... Est-ce que... Une sorte de renoncement à l'université, de l'université lui-même. Il a renoncé, il ne veut plus se battre pour améliorer sa condition. C'est dû à quoi? Vous-même, vous le savez. Vous n'arrivez plus à vous organiser, vous n'arrivez plus à vous exprimer. Mais comment, si vous n'êtes pas organisé, comment allez-vous vous exprimer dans le débat national? Alors, c'est tout l'intérêt de la rencontre que nous avons aujourd'hui. Moi, je suis à votre disposition. Posez les problèmes. Nous allons en discuter. Mais dans un premier temps, je voudrais vous dire, il faut que vous compreniez le sens du combat que je mène. Ce n'est pas pour moi. Le président de la République d'aujourd'hui, en 2016, il aura totalisé exactement 32 ans
direction du pays. 32 ans. Mais en 32 ans, le bilan est négatif. Le bilan est négatif. Mais, devant les menaces qui pèsent sur notre pays, qui frapperont les jeunes, c'est vous, notamment la militarisation du pays, l'inquisition. Vous voyez même, il y a un général dont on dirait qu'il est venu à la police pour réprimer. Le général directeur de la police. Son problème, c'est la répression. Au lieu d'assurer la protection des citoyens, mais il assure plutôt la répression. Voilà pourquoi nous disons, pour permettre que le Congo évolue normalement, qu'il s'insère dans le cadre général des nations du monde, alors il faut prévoir une bonne alternance. Le président a fini, lui-même il a élaboré une constitution dans laquelle il a dit, lorsque un président de la République a accompli 2 mandats, c'est terminé, il doit partir. C'est l'article 185, alinéa 3. Dans l'article 58, l'article 185 dit cette disposition n'est pas révisable. C'est-à-dire après 2 mandats, vous ne pouvez pas réviser, vous partez. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Le PCT envoie des campagnes partout. Même vous, les jeunes, vous êtes sollicités. On vous donne un peu de prébande pour dire non, allez crier que le président a besoin d'un 3e mandat. Pourquoi faire? Regardez le ridicule en Algérie. Quelqu'un qui est malade, qui n'est même pas capable de prendre son propre pain, qui vient de se faire élire à 81%. Non, ils ne prenons pas les Algériens pour les imbéciles. Vous croyez que les Algériens sont des imbéciles? Ils voient un président qui est malade, qui ne peut pas diriger un pays, et on vient voter massivement pour lui. Est-ce que c'est possible ça? C'est la tricherie. Alors ici, c'est ce qu'on veut nous proposer. On a fait un recensement bidon qui n'a pas pu enrôler plus de 30% des Congolais aptes à élire, mais on vient dire que le recensement était bon. Il est mauvais. Il est mauvais. Dans le seul objectif de dire, bon allez, on va imposer un 3e mandat et puis on va aux élections, on programme que le président a été élu. Non, ce n'est pas ça qu'on doit proposer aux Congolais. Vous êtes des jeunes intellectuels en préparation, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et tous les yeux, on trouve comme argument, le président Sassou est irremplaçable. Il est le plus fort, il est le plus intelligent. Il y a même un mercenaire qui a dit, c'est le seul visionnaire d'Afrique. C'est un mercenaire, hein? Jean-Yves Olivier. C'est le gars qui est le plus des mercenaires qu'on trouve ici. Son rôle, c'est ça. Il n'a pas d'entreprise ici. Son rôle, c'est d'amener des mercenaires, on lui paye l'argent. Et c'est normal qu'ils disent que le président Sassou est le meilleur parce que si il n'est plus au pouvoir, il n'aura plus son commerce de mercenaires. Alors il raconte cela. Deuxièmement, il y a même certains de vos enseignants. C'est une catastrophe. Alors, je crois que nous allons mettre ça dans notre programme. Le jour où la situation va changer, il faut qu'on inspecte les professeurs à l'université. Où est-il notre ami? Nous allons inspecter pour savoir si vos enseignants ont réellement des diplômes. Hein? Professeur Obenga, je ne sais pas si les professeurs, s'il est vraiment, il a des diplômes de qui pour être professeur à l'université. D'aller dire que Denis Sassou Nguesso est le seul capable, alors qu'il est enseignant et un professeur. Ça veut dire qu'il n'est pas capable. Ça veut dire qu'il n'est pas capable. Lui, il est professeur. Voilà un instituteur adjoint, il dit que l'instituteur adjoint est plus capable que lui. C'est possible ça? Non, ce n'est pas sérieux. Donc, il était nécessaire que nous échangions. Et aujourd'hui, nous avons besoin que tout le monde, là où il se trouve, chacun de nous, là où il se trouve, puisse dire non. Il ne faut pas emmener notre pays dans l'ostracisme. Il ne faut pas emmener notre pays dans le mur. Il faut que les choses se passent régulièrement. Alors, pour que les choses se passent régulièrement, la règle est très simple. Je l'ai proposé, si vous avez vu la semaine, j'ai proposé une situation très simple. Nous retrouvons autour de la table, toutes les forces de la nation, y compris vous les étudiants, venez vous exprimer. Pour qu'on mette tout sur la table, pour voir là où ça ne marche pas. Et nous adoptons des solutions idoines. Ce sont ces solutions qui doivent être appliquées. Première décision, pas de modification de la condition par le président Sassou. Deuxième décision, il faut annuler le recensement administratif spécial actuel qui est un faux. Troisième décision, il faut casser la CONEL. Et quatrième décision, il faut prendre une nouvelle loi électorale.
Nous allons refaire donc un nouveau recensement qui va déterminer un corps électoral fiable. Nous allons prendre une nouvelle loi électorale qui va ordonner une nouvelle définition du corps électoral et un nouveau découpage. Et qui va permettre de former une nouvelle commission électorale indépendante sans interférence avec le ministère de l'Intérieur, qui va donc s'occuper de toutes les opérations préélectorales, électorales et post-électorales. Donc sur cette base-là, le Congolais le plus chanceux, c'est lui qui sera élu président, puisque du transparent, chacun aura son bulletin, il est permis aux Congolais de faire le choix qu'ils veulent. Et en ce moment, nous aurons un président réellement élu. Mais les Congolais ne sont pas bêtes, ils choisiront le meilleur parmi tous les candidats. Si c'est un étudiant de Marien Ngouabi qui a aujourd'hui 40 ans qui veut se présenter, et qu'on choisit de lui, qu'on le choisit, mais c'est bon. Malheureusement, à 40 ans, on n'est plus encore étudiant. Donc il n'y a pas de chance qu'un étudiant sorte de Marien, qu'un président sorte de Marien Ngouabi. Mais un ancien qui a déjà 40 ans, puis c'est l'âge minimum, alors il peut être élu, quelle que soit la personne. En ce moment, nous aurons un président élu, la démocratie s'exprimant, alors des vraies solutions dans notre pays. On a beaucoup d'argent. Moi, j'ai suivi ce matin à RFI que la production peut-être de plan de décliner, mais quand on va encore monter avec la mine en exploitation de Mouro Nord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous produisons 350 000 barils du jour. Mouro Nord va apporter 140 000 barils du jour, ça va faire 490 000 barils du jour. C'est encore loin de pays comme la Libye, mais pour 4 millions d'habitants, c'est énorme. Vous vous rendez compte? Si vous prenez l'année 2014, le budget c'est 4 150 milliards de francs. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Bientôt nous serons au mois de juin. Demandez-moi qu'est-ce qu'on a fait de cet argent. On n'a déjà fait grand chose ici. Alors on fait les municipalisations, on dépense 100 milliards, on dit que c'est 300 milliards. On fait des petits travaux qui coûtent 1 milliard, on dit que c'est 110 milliards. Ces détournements-là, il faut qu'on termine avec ça. Mais pour terminer avec ça, il faut mettre en place de vraies institutions, une bonne politique qui soit contrôlée par les Congolais. Quand nous aurons des vrais élus, ils vont contrôler l'action gouvernementale. Pas cette Assemblée nationale où il y a 99% des députés sont nommés. Personne d'entre eux n'a été élu. On dit, ah ici, c'est un tel qui sera député. Et ainsi, c'est comme voilà comment on répartit les députés. Ce n'est pas sérieux. Alors, vous êtes étudiant. Moi, l'invite que je peux vous faire devant cette situation générale, c'est vous inviter à participer au vaste mouvement national qui va demander à Denis Sassou Nguesso de ne pas toucher à la Constitution, d'arrêter de faire pression par les armes et les mercenaires en vue d'avoir un troisième mandat, de permettre que le pays s'épanouisse, qu'il se reste dans la paix et qu'il y ait une alternance pacifique en 2016. À 1 an et demi de départ, on ne modifie pas la Constitution. Si le président Sassou était conscient qu'il avait trop de pouvoir, c'est à la fin de son premier mandat, il a dit non, moi j'ai trop de pouvoir, pour limiter ce point. Moi je lui ai dit, vous ne pouvez pas être à la fois président de la paix et chef de gouvernement, vous n'en avez pas les moyens. Je lui ai dit, il faut nommer un poste, il faut créer un poste de premier ministre. Il a refusé. Aujourd'hui ça se ressent. Chaque ministre fait ce qu'il veut. On détourne l'argent comme on veut. Parce qu'il n'y a pas la direction du gouvernement. C'est les petits conseillers, le clan qui racontent ceci. Mais l'État, c'est pas ça. L'État, c'est pas un clan. L'État, c'est un gouvernement. Alors, c'est ça qu'il veut modifier, mais c'est trop tard parce qu'il est à la fin de son dernier mandat. Alors, il faut laisser au président qui vient de revoir tout ça. Et nous disons, cette perspective ne peut être dessinée que de façon consensuelle. Alors, retrouvons-nous au dialogue. On dit, bon, tu as trop de pouvoir, c'est bête, c'est pas grave. Nous allons par un accord politique, ce n'est pas une violation de la Constitution. L'accord politique, la classe politique au-dessus de la Constitution. Fait un accord politique, il dit, alors nous avons une période de transition. Et pendant cette période de transition, il faut un premier qui dirige le gouvernement. Et ce n'est pas ce gouvernement-là. Il faut un autre gouvernement de consensus, qu'on appelle généralement, de façon tout à fait populaire, comme on dit, un gouvernement d'union nationale. Alors à ce moment-là, on mettrait un premier ministre. Ce n'est pas du tout une violation du gouvernement, mais comme il s'agit d'une situation exceptionnelle qui permet de sortir le Congo de sa situation actuelle, en ce moment-là, nous prendrions un accord politique qui sera signé par tous les acteurs. Et cet accord politique vaudois, dans ce moment-là, nous créerons un poste de premier ministre qui sera assuré par un homme capable